je sais pas, moi je fais une petite introduction. Après, Mélanie Traversier va lire des passages. Après, je sais pas, soit je vais parler, je vais poser des questions à Franck, la Brasca. Voilà. Comme on n'est pas nombreux, je pense que la parole peut aussi circuler beaucoup plus que disons, dans une salle universitaire. Alors, le travail qu'on présente ce soir, donc ce livre collectif, La destitution de la nature sur Lucrèce, est le fruit et le résultat d'un travail collectif qu'on mène depuis quelques années au sein de la revue K. La revue K est une revue de philosophie et art qui opère entre l'Italie, surtout le sud de l'Italie, Messina, où travaille mon ami Pierre-André Amato qui a coordonné cet ouvrage avec moi, et le nord de la France. Donc Lille, l'université de Lille, donc c'est les pôles opposés de l'Europe. Et aussi Paris. Après, il y a d'autres qui sont noyaux de la revue. À Vérone, par exemple, il y a un noyau très fort de la revue. Cette revue qu'on fait, donc revue K, est une revue électronique. Nous sommes très contents du travail qu'on fait avec cette revue. C'est aussi un travail passionnant parce qu'on n'a pas beaucoup de fois l'occasion de travailler de manière collective quand on est chercheur et chercheuse à l'université. Et donc, ce travail collectif nous fait un peu sortir de notre solitude habituelle. Mais dans ce travail passionnant, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Que nous manque-t-il? Il nous manque l'odeur des livres. Il nous manque des endroits comme ceux-ci, des librairies. Il nous manque un objet autour duquel on peut discuter, un objet qu'évidemment on peut toucher, un objet qui peut condenser un peu les réflexions qu'on fait, qui peut cristalliser les réflexions qu'on fait. Un objet qui permettrait aussi de se rencontrer comme ce soir. Je parle évidemment du livre. Le livre nous manquait dans ce travail qu'on fait depuis quelques années au sein de la revue K. Et donc, on a, depuis quelques temps, on pensait faire aussi quelques ouvrages papier. Et donc, grâce aux éditions Mimesis, qui sont des éditions de philosophie, beaucoup de philosophie, mais aussi au sens large, sciences humaines, on a eu la possibilité de créer une collection. Et donc, le livre qu'on présente ce soir, c'est disons, le premier volet, j'espère, d'une longue série de livres de cette collection qui s'appelle SAMSA, Écriture pour des citoyens. Évidemment, je remercie aussi Mimesis qui nous ont soutenus pour cette initiative. Donc, la collection s'appelle SAMSA. SAMSA, c'est évidemment un hommage à un écrivain qui est très important pour la revue, qui est Kafka. Je vous annonce aussi que le prochain livre sera sur Kafka. Et Kafka, donc écrivain de la disparition, de la dissolution de soi, écrivain de la métamorphose, devenir animal. Donc c'est un écrivain que nous définissons destituant. Justement, ce concept de destituant est le concept qui réunit le collectif de la rédaction et aussi, disons, cette nouvelle collection, qui s'appelle Écriture pour des étudiants. J'espère qu'au cours de la soirée, j'aurai l'occasion pour dire en quoi nous pensons que Lucrèce aussi est un écrivain destituant. Lucrèce, donc auteur d'un seul livre, auteur dont on ne sait pas beaucoup de choses. On ne sait presque rien sur Lucrèce, il y a tout aussi une légende presque noire sur sa vie et encore plus sur sa mort, véhiculée par des esprits malveillants. Et mais Lucrèce, donc, c'est évidemment lui aussi un écrivain de la disparition, un peu comme Kafka, parce qu'il n'a pas laissé de traces pendant des siècles dans la culture occidentale. Et Franck Labrasca pourra parler de cela, parce que donc, pendant, disons, il
c'était le sujet de son article, il est redécouvert seulement au début de la Renaissance, et donc évidemment la découverte de ce livre constitue un véritable choc pour la culture occidentale, parce qu'on n'avait jamais lu des choses comme ça, on peut dire. Alors, peut-être je vais m'arrêter ici, une présentation générale sur le livre, après je vais dire quelque chose. Maintenant, on va écouter Lucrèce, non? C'est vrai. Donc merci encore à Marie Cosnet de nous avoir offert ces inédits. Vous allez voir, je trouve cette langue absolument sublime. Nous commençons avec le livre 1, le début, Rerum Natura. Mère des petits d'aînés, plaisir des hommes et des dieux, bonne Vénus, toi qui sous les signes glissants du ciel peuples la mer à naviguer, les terres à fructifier, puisque par toi sont conçus les petits des vivants qui voient, à peine nés, la lumière du soleil. Toi, déesse, te fuient les vents, toi les nuages du ciel, toi est ta venue. À toi, la terre d'où Dédale offre ses fleurs, pour toi rient les eaux des mers, et, calme, le ciel brille d'une large lumière. Dès que le jour prend un air de printemps, qu'à peine fleurit féconde la brise du zéphyr, les oiseaux de l'air, déesse, te font signe à toi et tes débuts. Ils sont frappés au cœur par ta force. Alors, les troupeaux sauvages sautent de joyeux pâturages et nagent dans les rivières rapides. Sous ton charme, la nature te suit de désir là où tu veux la conduire. Enfin, par les mers, par les monts et les fleuves voraces, par les maisons boisées des oiseaux et les champs verdoyants, tu frappes d'un doux amour les poitrines de tous. Tu fais durer de désir une à une les races. Puisque tu gouvernes seul la nature des choses, puisque sans toi, rien sur les rives divines de lumière ne naît, ni n'est joyeux, ni n'est aimable, rien. Je cherche ton aide pour ces vers à écrire, que je compose sur la nature des choses. Pour mon Memnius, que toi, déesse, en tout temps et paré de tout, tu as voulu le meilleur. Donne à mes mots, déesse, un charme éternel. Fais que les charges sauvages de l'armée par les mers et toute terre reposent en sommeil. Toi seul peux, d'une paix tranquille, aider les mortels. Les charges sauvages de la guerre, Mars puissant en armes les dirige, lui qui, souvent, en ton sein se blottit, battu d'une blessure éternelle d'amour. Et alors, t'admirant, sa jolie tête versée, il nourrit d'amour ses yeux avides, et il s'ouvre à toi, déesse, à ta bouche, à la renverse, son souffle suspendu. Il est couché sur ton corps sacré, et toi, déesse, sur lui, autour, tu coules. Que coulent de ta bouche de petites paroles tendres, grande déesse, pour la paix des Romains. Madame, bravissimo. Je m'arrête. Non, c'est magnifique la traduction et aussi comme tout le... Oh, lavorato! Lavorato. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude, mais la poésie, il faut la lire. Il faut l'écouter. Non,
je pense que c'est... Non, il faut l'écouter, voilà, il faut la dire, il faut l'écouter parce que ça, c'est vraiment les vers résonnent. Alors, évidemment, le début de Rerum Natura nous entraîne directement au cœur des choses, au centre de la philosophie de Lucrèce, qui est une poésie de la nature. On peut discuter ce soir de ce rapport entre poésie et philosophie, qui est un des enjeux majeurs de Lucrèce. D'ailleurs, moi je pense qu'il y a, disons, une veine très forte, surtout dans la culture italienne, sur le rapport de philosophie-poésie. Donc, Lucrèce, disons, il est né en Italie, mais des cultures, évidemment, une culture latine. Avant Lucrèce, il y a eu les grands poètes pré-socratiques. Le seul philosophe du passé que Lucrèce ne critique pas trop est Empédocle, qui était un philosophe pré-socratique sicilien, de la Magna Grecia. Et donc il y a ce rapport fort dans la culture italienne entre poésie et philosophie. Évidemment, l'autre grand exemple est Dante. Et après, ce rapport arrive jusqu'à l'époque moderne avec Giordano Bruno, qui est un grand lecteur de Lucrèce, qui essaye même d'imiter Lucrèce avec un poème philosophique qui s'appelle Il De Immenso. Et ensuite, l'autre grande voix de la poésie italienne et aussi de la philosophie italienne est Leopardi. Non? Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a une sorte de courant très puissant, je trouve, dans la culture italienne autour de ce rapport entre poésie et philosophie. Mais tout à l'heure, je disais poésie de la philosophie, je le disais au sens propre du terme, parce que chez Lucrèce, on trouve véritablement poésie de la nature. Et là, on l'a entendu, poésie au sens étymologique, c'est une production. La nature chez Lucrèce est une production, une poésis continue, continuelle. Évidemment, la Vénus qu'il choisit pour ouvrir son ouvrage est une déesse, la déesse de l'amour, donc la déesse de la production des choses. N'oublions pas aussi, quand on lit Lucrèce, aussi de penser aussi à l'époque historique dans laquelle il est, et peut-être ça aussi, ça résonne avec notre époque d'aujourd'hui. Là, il critique, il met au centre Vénus pour l'opposer à Mars, la guerre. Une des obsessions de Lucrèce est la guerre des romans. Et lui, c'est un des rares poètes, philosophes romans qui critique de manière très, très forte la guerre. Et il y a des pages très belles dans lesquelles il dit voilà, les armes qu'on construit peuvent même se retourner contre nous-mêmes, quand il parle par exemple des animaux qui sont utilisés dans la guerre. Évidemment, aujourd'hui, c'est encore les armes qui se retournent contre nous-mêmes, c'est encore plus fort. Or, cette nature de Lucrèce, et ça on essaie de dire dans le livre, ne constitue pas forcément un principe unificateur. Ce qu'il dit Lucrèce, c'est qu'il est impossible de faire dépendre la variété des choses, la variété des productions naturelles, d'un esprit, d'un plan ou de ce qu'on appelle une nature. La nature de Lucrèce se réfère plutôt à la spontanéité des productions des choses. Et c'est pour ça que dans le livre, on a utilisé une formule un peu paradoxale en disant qu'il n'y a pas de nature chez Lucrèce. Il n'y a pas de nature, mais il y a des choses chez Lucrèce. Et par exemple ça, un philosophe napolitain, Maurizio Zanardi, il a écrit un très beau texte sur cette question. Il y a des choses et pas la nature. C'est-à-dire que on peut dire que chez Lucrèce, la nature n'existe pas, mais existent les relations entre les choses. Et sa poésie est la poésie des choses, pas la poésie de la nature. Cette production continue est animée, comme je disais tout à l'heure, par la force de l'amour. Et parmi les pages et les vers que Lucrèce nous a laissés immortels, il y a justement sa définition de l'amour. Tocca a me. J'en profite pour dire que c'est quand même une joie de se retrouver dans une librairie pour une lecture, Oui. sans masque,
Aussi. Aussi. Voilà. Et donc, profitons de cet automne qui s'ouvre encore de manière lumineuse. C'est vrai. Eh oui, l'amour des livres porte à tout. Voici Vénus. Voici le nom de l'amour. Voici. Une goutte de douceur de Vénus dans le cœur coule. La froide angoisse vient après. Si tu n'as pas ce que tu aimes, tu as ces simulacres, un doux nom versé à tes oreilles. Mais il faut fuir les simulacres et ce qui nourrit l'amour, le chasser loin de toi. Verser ton intelligence ailleurs, jeter ton humeur, la rejeter dans n'importe quel corps, ne pas la garder une fois versée dans l'amour d'un seul. Te sauver de l'angoisse, de la douleur certaine, car la plaie s'avive et s'envenime quand on la nourrit. De jour en jour, la fureur grossit et le chagrin s'alourdit si tu ne troubles pas les premières blessures par de nouveaux coups, si tu ne soignes pas les dernières en vagabond d'une Vénus vagabonde, si tu ne peux reporter tes élans vers un autre objet. Il ne rate pas le fruit de Vénus, celui qui évite l'amour. Au contraire, il prend des profits sans peine. Il est pur, le plaisir chez les saints d'esprit, plus que chez les malheureux. Au temps même de la possession, flotte l'ardeur des amants en égarements incertains. Que faire d'abord? Jouir par les yeux ou par les mains? Ce qu'on veut, on le serre fort, on fait mal au corps et, dents contre lèvres, on frappe, on cloue des baisers parce que le plaisir n'est pas pur. Dessous sont les aiguillons qui poussent à blesser l'objet même, quel qu'il soit, d'où surgissent ces germes de rage. Mais légèrement, Vénus brise les peines pendant l'amour et le tendre plaisir freine les morsures en s'y mêlant. Il y a là un espoir. Où est l'origine de l'ardeur par le corps même, on en éteindra la flamme. Mais la nature résiste. Ça ne se passe pas comme ça. La seule chose, c'est plus nous avons l'objet, plus notre poitrine s'enflamme d'un terrible désir. Nourritures et boissons sont pris par le corps dedans et, puisqu'ils peuvent occuper des parties certaines, le désir de boire et de manger sont facilement remplis. Mais du visage d'une personne, d'une belle couleur, rien n'est donné pour que le corps jouisse, que des simulacres ténus, qu'un pauvre espoir emporte au vent. Comme en rêve, celui qui a soif et cherche à boire, on ne lui donne rien pour éteindre l'ardeur dans son corps. Alors il cherche des simulacres de boisson, il se fatigue en vain. Au milieu d'un fleuve torrentiel, il a soif tout en buvant. Ainsi, en amour, Vénus trompe les amants par des simulacres. On ne peut se rassasier en regardant le corps, ni des mains arracher un morceau aux tendres membres. On erre, incertain, sur le corps tout entier. Enfin, quand les membres enlacés ont joui de la fleur de l'âge, quand le corps présage la joie, quand voici Vénus qui ensemence les terres de la femme, on cloue, avide, nos corps, on joint les salives des bouches, on inspire, pressant dent contre bouche, mais en vain, puisqu'on ne peut rien arracher, ni pénétrer, ni aller dans ce corps de son corps tout entier. Parfois,
On dirait que c'est ce qu'on veut et tente. Tant, avec désir, on s'accroche aux assemblages de Vénus. Tant, les membres se liquéfient sous la force renversée du plaisir. Pourtant, quand le désir dans les veines éclate, suspense. On n'a pas la suite. Bravo. Par deux citations qui, à mon avis, sont très significatives. La première, c'est une citation d'Ovide, qui est justement poète de l'amour. Très curieusement, dans le premier livre des Amours d'Ovide, on est en 23-24, pour ceux qui l'ont porté l'introduction, Ovide dit « Les vers du sublime Lucrèce ne périront que le jour qui mettra fin au monde ». Et cet hommage, au fond, d'un poète qu'a priori on situe quand même assez loin de Lucrèce, hein, du moins dans une première période, parce que l'Ovide de l'exil est plus profond. Dans une première période, Ovide est plutôt le poète de l'amour sensuel, ce qui est très bien, hein, je ne peux pas du tout disqualifier cela, mais disons, c'est assez surprenant de le voir rendre cet hommage appuyé à Lucrèce. D'autre part, cette citation m'a intéressé, alors ça c'est un peu une allusion à l'actualité, espérons qu'il a tort, parce qu'effectivement, en ce moment, nous vivons des moments où il est question de fin du monde, dans un tout autre contexte, bien entendu. Donc espérons que Lucrèce a encore beaucoup à nous apprendre et beaucoup à nous faire gloser pour conjurer cette issue terrible, fatale. La deuxième citation est une citation de Flaubert. Flaubert était un très grand disons, amateur d'encyclopédisme. D'ailleurs, il le montre dans Bouvard et Pécuchet, sous le mode évidemment satirique, sous le mode ironique. Dans plusieurs passages de son œuvre, Flaubert insiste beaucoup sur quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire les rapports qui existent entre les sciences exactes, la physique, la biologie, l'astronomie, et la littérature. Donc, vous voyez, on est là un petit peu, disons, dans l'esprit lucrétien du rapport si complexe et si riche entre la poésie et la science, la poésie et la philosophie. Disons, à l'époque de Lucrèce, c'est à peu près la même chose. Alors, cette citation de Lucrèce, c'est une citation qui est tirée de sa correspondante. C'est une lettre qu'il écrit à une correspondante, Madame Edma Roger Desgenettes, en 1861. Et dans cette lettre, il est question de la mort, parce que, évidemment, Lucrèce est le poète de l'amour, mais c'est aussi le poète de la mort, c'est le poète de la destruction. D'ailleurs, dans le très intéressant numéro sur lequel je voulais parler, mais puisque au fond Luca en a dit l'essentiel, je ne vais pas y revenir, de la revue K, il y a un article remarquable traduit de l'anglais sur, disons, les conceptions de Lucrèce sur la mort et sur la destruction, sur la disparition. Bien. Alors, Flaubert parle de leur mort et il dit « Pour les anciens, ce trou noir, c'est-à-dire la mort, était l'infini même. Leurs rêves se dessinent et passent sur un fond d'ébène immuable. Pas de cris, pas de convulsions, rien que la fixité d'un visage pensif. Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, effectivement à l'époque de Lucrèce, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été. » Donc, ça m'intéressait de citer cette pensée de Flaubert, cette méditation de Flaubert sur la mort, parce que, évidemment, peut-être involontairement, parce que dans la lettre, il n'est pas du tout question de ça, cela nous amène à poser le problème de la découverte de Lucrèce à la Renaissance, comme l'a dit Luca. C'est un humaniste italien
un certain Poggio Bracciolini, qui en 1400, un fouineur de livres, hein, il était au service de la curie romaine, donc il faisait des tournées dans toute l'Europe, notamment dans l'Europe du Nord, les pays, disons, germaniques. L'Allemagne n'existait pas encore dans les pays, disons, germaniques, c'est-à-dire ça couvre de Hambourg jusqu'à la Suisse, une partie d'ailleurs de l'Europe de l'Est. Et dans un couvent de Murbach, qui se trouve aujourd'hui en Alsace, hein, il découvre un manuscrit très très abîmé, et il se rend compte que ce manuscrit est un manuscrit de Lucrèce. Donc il l'envoie immédiatement à Florence, chez son ami Niccolo Nicoli, qui est une sorte aussi, lui aussi d'érudit bibliomane, collectionneur de livres. Nous sommes au début du XVe siècle. Florence est un petit peu la capitale, si vous voulez, de la philologie. C'est-à-dire, on se met à rechercher les manuscrits anciens, mais pas du tout pour, pas seulement en tous les cas pour les lire, mais aussi pour les épurer, pour effectuer sur eux le travail qu'on appelle, les philologues appellent le travail de l'émendation. C'est-à-dire, on compare plusieurs, disons, versions d'un même texte antique, et on essaye, par des raisonnements évidemment extrêmement raffinés, la philologie, c'est une science humaine en fin de compte, hein, on essaye de les épurer pour essayer de se rapprocher évidemment d'un but qui est inatteignable, c'est-à-dire d'arriver au plus près de la pensée originelle de l'auteur. Évidemment, c'est un but qu'on n'atteindra jamais, puisque personne ne sait ce que Lucrèce a vraiment pensé ou a vraiment écrit. Alors, c'est très intéressant que ce soit, disons, des philologues, et non pas des philosophes au début. Hein. Au fond, le contenu du texte de Lucrèce, bon, je ne dis pas qu'il n'intéressait pas, évidemment, Poggio Bracciolini et son entourage de philologues, parce qu'il y en a d'autres, je ne les cite pas tous, florentins, qui ont travaillé sur ce texte. Hein. Au XVe siècle, on ne compte pas moins, on a conservé, peut-être qu'il y en a eu d'autres, 53 manuscrits de Lucrèce qui ont été travaillés, rédigés en Italie. C'est-à-dire 53 manuscrits qui, disons, représentent des états différents du texte, et qui ensuite, les éditeurs, à partir de la première édition, elle aussi italienne, de 1473, plus tard, vont servir de base au texte. Ensuite, les éditions elles-mêmes seront l'objet d'un travail philologique jusque pratiquement à nos jours, puisque dans la dernière traduction, alors je ne parle pas de celle que vous avez si bien exposée, si bien dite, mais dans une des dernières traductions d'un grand philologue, alors lui contemporain, qui est l'édition de la Pléiade, et il y a dans la traduction, si vous voulez, des innovations qui tiennent compte justement de découvertes philologiques. Par exemple, dans les trois premiers vers du Rerum Natura que vous avez récité tout à l'heure, on a le verbe, on dit que Vénus, alors je vais utiliser un néologisme, concélèbre hein, la nature, concelebras. Jusqu'à présent, les traducteurs avaient traduit par célèbre, toi, ô Vénus, tu célèbres la mer, les vents, etc. Et Jackie Pigeon, puisqu'il s'agit de ce philologue donc, contemporain, il est mort il y a quelques années, il était professeur à Nantes, très grand latiniste, très grand philologue. Jackie Pigeon, lui, dit non, concelebras, alors il fait un raisonnement évidemment de linguistique latine que je vous passe, ne signifie pas du tout célébrer, mais signifie peupler. D'ailleurs, j'ai vu que dans la traduction de comment elle s'appelle, Camille Dupin, la traduction de Garnier Flammarion, elle a corrigé sa traduction antérieure et elle a mis, à mon avis, à raison, peuplé au lieu de. Donc, vous voyez, on pourrait comme ça multiplier les exemples. Ce travail de philologie, on pourrait penser a priori qu'il est superfétatoire, qu'il n'ajoute pas grand-chose au fond à la pensée de Lucrèce, qui est quand même une pensée forte, puisqu'il a été ensuite, au cours des siècles, évidemment brandi par les penseurs qui s'opposaient à l'hégémonie de l'Église, à l'hégémonie des Églises. Et il a été un des incunables, on peut dire, de l'athéisme militant. D'ailleurs, aujourd'hui, des gens comme Jean Salem, que vous citez dans la revue, le philosophe Jean Salem, qui a disparu
puis aussi il y a quelques années, a beaucoup écrit sur Lucrèce, disons, dans une visée de matérialisme dialectique, c'est évidemment presque militante. On pourrait donc penser que disons, cet aspect philologique, cette découverte de Lucrèce qui naît sous l'auspice non de la philosophie ou de la pensée dure, scientifique, mais sous la pensée d'une science, au fond, humaine, qui est la philologie, on pourrait penser qu'elle est non signifiante, qu'elle représente, si vous voulez, une sorte de début balbutiant, au fond, de la fortune de cet auteur. Mon avis est exactement contraire. Enfin, mon avis, c'est pas d'ailleurs mon avis, je reprends l'avis de beaucoup de spécialistes beaucoup plus qualifiés que moi. En vérité, la philologie, c'est la philosophie de la Renaissance. La philologie, au fond, c'est le début de la modernité du point de vue de la pensée, précisément parce que ça intervertit le rapport entre les res et les verba, le rapport entre les choses et les mots qui les nomment. Donc là, on est en pleine. Vous voyez comment on rejoint la philosophie en partant de la philologie, disons, du pinaillage, si on peut dire, sur les mots, sur les formes verbales, etc. On arrive à un problème philologique. Et effectivement, un peu plus tard, à la Renaissance, au XVe et au XVIe siècle, on a en quelque sorte trois révolutions philosophiques, et même on peut dire presque politiques, qui surviennent par l'entremise de la philologie. La première, c'est la démonstration en 1452, donc après évidemment, après Poggio Braccioli, la démonstration de la fausseté de la donation de Constantin par Lorenzo Valla. C'est un événement, aujourd'hui on ne le cite pas, on cite toujours comme début de l'époque moderne, la découverte de l'Amérique, c'est même pas de l'Amérique d'ailleurs, enfin, la découverte du nouveau continent par Christophe Colomb, 1492. Mais en fin de compte, la démonstration de la fausseté de la donation de Constantin, démonstration que Lorenzo Valla, très grand philologue, effectue à partir de constatations linguistiques, c'est-à-dire il se rend compte que le texte de la donation de Constantin ne pouvait absolument pas correspondre à l'époque du latin carolingien, qui c'était, disons, soi-disant Charlemagne qui aurait légué au pape, disons, l'hérédité de Constantin. Donc, vous voyez, cet événement est fondateur et fondamental, parce qu'évidemment, il fait s'écrouler, même si l'Église a tout fait évidemment pour mettre la poussière sur le tapis, il fait s'écrouler la prétention des papes, prétention qui a dominé tout le Moyen-Âge à travers la querelle des investitures, la lutte entre le pape et les empereurs. Il fait, disons, il fait s'écrouler en quelque sorte la prétention du pape à être l'autorité suprême. Il donne raison rétrospectivement à Dante, qui dans les années 1310-1315 écrit la monarchie, en précisément la monarchie qui est brûlée en place publique, qui est excommuniée, qui est excommuniée par l'Église, qui reste à l'index de l'Église catholique jusque dans les années 60 du XXe siècle. Normalement, les bons catholiques, bon, évidemment, ils ne le faisaient plus au XIXe ou XXe siècle, ne devaient pas lire la monarchie. Parce qu'effectivement, la monarchie, c'est un acte de guerre, en quelque sorte, non pas contre la religion d'ailleurs, mais contre la prétention du pape à constituer le pouvoir politique suprême. Donc ça, la première révolution philologique de la Renaissance, c'est donc la démonstration de la fausseté de la donation de Constantin. La deuxième révolution philologique, c'est la traduction intégrale de Platon par le néo-platonicien florentin, proche de Laurent de Médicis, qui est Marsile Ficin. Cette traduction, qui va circuler dans toute l'Europe, parce que jusqu'à présent, en quelque sorte, on connaissait mal Platon. On ne connaissait que les œuvres qui avaient été traduites, d'abord, qui se trouvent traduites par fragments dans les œuvres des auteurs latins, chez Cicéron, chez
chez Salluste, enfin on en trouve un peu des bribes partout, mais il n'y avait pas de traduction intégrale. Donc si on ne connaissait pas le grec, et le grec ne commence à être connu en Occident qu'à partir de la chute de Constantinople, 1453, hein, quand les savants byzantins arrivent en Italie, justement, où ils sont accueillis à bras ouverts par les Médicis, notamment, eh bien, on n'avait pas accès au texte de Platon. Et comme l'a dit Luca tout à l'heure, évidemment, l'accès au texte de Platon va constituer une révolution, non seulement dans le domaine spéculatif, mais aussi dans le domaine littéraire et dans le domaine artistique. Hein. Toute la peinture de la Renaissance, hein, la naissance de Vénus, justement, de Botticelli, c'était une toile archi connue, puisqu'elle est même imprimée sur les sacs de prix unique. Voilà, dérive de cela. Et la troisième révolution, eh bien, à mon avis, c'est à l'avis autorisé que je reprends, c'est évidemment la découverte du texte de Lucrèce. Découverte du texte de Lucrèce qui, évidemment, a été tout de suite senti comme problématique, puisque, évidemment, il y avait cette question de l'athéisme. Alors, j'ai peut-être déjà été trop long, je peux m'arrêter ici, puis on peut continuer la discussion. Merci. Non, est-ce que peut-être moi quelqu'un veut intervenir? On a ici un grand savant dans la lignée de Niccolò Niccoli et Poggio Bracciolini. La batterie, Fred. La batterie. Ah. Okay. Tu as un chargeur? Non. Ah non, je n'ai pas le chargeur. Je peux faire avec mon téléphone. Juste peut-être une question sur la traduction de Platon par Marcille Ficin. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même dans toute la culture islamique au XIIe siècle quand même une connaissance de ces écrits-là, même s'il n'y avait pas tout le corpus platonicien qui était connu, Voilà, il y avait au moins le banquet, etc. Enfin, est-ce qu'il y a une tradition néoplatonicienne dans la culture musulmane quand même? Oui, il y a une tradition platonicienne dans la culture musulmane, c'est tout à fait exact, et elle est passée certainement à travers l'Espagne musulmane, la Provence, elle a irrigué notamment la poésie des troubadours, même Dante, justement. Il y a un érudit espagnol qui a écrit un livre sur l'eschatologie musulmane dans la Divine Comédie. Mais d'abord, c'était une traduction, c'est pas une traduction intégrale, parce qu'évidemment, traduire tout le corpus platonicien, ça a un sens. Le corpus platonicien en entier donne un sens. Lucrèce dirait que c'est presque un clinamen, donne une inclination à la pensée de Platon qui n'est pas contenue dans ses œuvres quand elles sont prises de façon discrète et de façon, si vous voulez, isolée. Donc, en plus, moi, personnellement, je ne suis pas le seul d'ailleurs, je suis un peu sceptique sur ces influences musulmanes, parce que quand on parle des influences musulmanes dans la pensée médiévale, bien sûr, elles ont existé, mais on nommait quand même le fait que l'islam et la chrétienté étaient engagés dans un duel à mort. Hein, ce n'était pas simplement des polémiques, il s'agissait, disons, les musulmans étaient considérés comme des êtres diaboliques par les chrétiens, et d'ailleurs la réciproque était vraie également. Donc, disons, trop accentué, je sais que c'est à la mode maintenant, parce qu'on est dans une période où on parle d'écuménisme, des cultures, d'une sorte de synthèse, les grands esprits se rejoindraient tous, Averroès, musulman, donc, et saint Thomas d'Aquin, au fond, mais ils n'étaient pas d'accord, mais au fond, comme c'était des grands esprits, ils auraient pu être d'accord. Alors, on a le droit de penser ça, hein. D'ailleurs il y a des livres qui s'inscrivent dans cette tradition, notamment celui du grand médiéviste qui est maintenant au Collège de France, Alain de Libera. Il a beaucoup écrit sur l'influence musulmane, sur la philosophie médiévale chrétienne. Moi, je suis
suis plutôt réticent d'exagérer, si vous voulez, cette tendance au syncrétisme, parce qu'elle me semble anti-historique, elle ne me semble pas correspondre. Elle semble correspondre à des intentions qui sont louables à notre époque, parce qu'effectivement, on peut souhaiter à notre époque qu'on arrête de faire des divisions trop... à exclure des cultures, ou à exclure des peuples entiers, parce qu'on sait où ça mène, mais transposer cela tel quel au Moyen-Âge, moi, ça me paraît problématique. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur Platon. La traduction intégrale de Marcel Ficin, accompagnée, ça je ne l'ai pas dit, de commentaires, ça va complètement bouleverser si vous voulez, la philosophie occidentale. Et d'ailleurs, la traduction latine de Marcel Ficin, parce que tout le monde n'était pas helléniste, même après la chute de Byzance, elle va être rééditée constamment jusqu'au début du XIXe siècle. Après, bon, il y a des traductions plus performantes, etc. Et c'est très important. Alors, bon. Non, leggi, vai, Lise. Non, je voulais justement, parce que tu citais tout à l'heure l'influence, en quelque sorte, de Lucrèce sur la poésie amoureuse italienne de la Renaissance. Il y a un auteur qui n'est malheureusement pas très connu en France, qui s'appelle, enfin un écrivain, un très grand écrivain et un poète aussi, qui s'appelle Ange Policien, lui aussi disons un proche des Médicis. D'ailleurs c'était un ami de Marcel Ficin, tous ces gens-là. En plus, ce qui est merveilleux, moi ça me stupéfie toujours, c'est que toutes ces révolutions intellectuelles se passent dans un espace réduit. Florence, c'est une toute petite ville au XVe siècle. Elle a 90 000 habitants. C'est une ville de province. Enfin, bon, évidemment, la démographie n'était pas la même à la Renaissance, mais c'est un petit espace. Et c'est dans un petit espace que, au fond, a l'air de se jouer, en grande partie, disons, l'avenir de l'évolution intellectuelle de l'humanité. Bon, ça, oui, alors, cet Ange Policien, il était parfaitement trilingue. C'est-à-dire, il maîtrisait l'italien, le latin et le grec. Il a même écrit des poésies en grec ancien. C'était un très très grand philologue et un très très grand érudit. Il est connu comme philologue aussi parce qu'il a écrit des livres dans lesquels il propose des corrections aux grands classiques latins tels qu'ils étaient édités, parce qu'évidemment à son époque, Ange Policien est né en 1474, et il est mort à la fin du XVe siècle, il est mort assez jeune. Donc, c'est un philologue, mais c'est pas comme philologue que je veux le citer, c'est comme poète lui-même. Il a écrit pour célébrer le frère cadet de Laurent de Médicis, Julien de Médicis, qui plus tard d'ailleurs sera assassiné, mais peu importe, des stances, une poésie sur le tournoi qu'on avait donné en l'honneur de ses 20 ans. Ça s'appelle en italien Stanze per la giostra di Giuliano. Et regardez, alors, est-ce que je peux lire le texte en italien parce qu'il est beau? Moi, je ne pas. Regardez comment. Alors, l'histoire, c'est une histoire un petit peu, bon, pas très originale parce qu'on a des précédents au Moyen-Âge. Donc, Julien est un jeune homme très beau, évidemment, que toutes les femmes désirent, mais lui, l'amour sensuel ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la chasse. Le thème classique, c'est l'inversion du mythe de Diane. Alors, un jour, il chasse et puis il voit une biche blanche magnifique, donc il la poursuit, et cette biche se transforme en une femme merveilleuse, et là, évidemment, il change complètement son fusil d'épaule, et donc il va se mettre à devenir un poète amoureux, etc. L'expression n'est pas très heureuse. Et alors, regardez comment il décrit cette... Décrit la biche. Ouais, non, comment il décrit la femme, hein. Voilà, une biche. Trovolla assisa in letto fuor del lembo, pur di Marte sciolta dalle braccia, il qual roverso li giacea nel grembo, pascendo gli occhi pur della sua faccia.
di rose sovra, c'est pas votre talent, di rose sovra l'or pioveva un nembo, un nuage, per rinnovargli all'amorosa traccia, ma Venere dava a lui con voglie pronte 1000 baci negli occhi e nella fronte. Je vous donne la traduction latine, qui est l'œuvre d'une jeune femme latiniste qui a écrit un très beau livre sur ange policiens. Elle s'appelle Émilie Séris, elle est professeure, je crois, non, elle est professeure Paris à 4. Amiens. Paris 4, Émilie c'est Séris, une bonne vous université. la connaissez? Ouais. Paris 4. Alors, regardez la traduction, très belle traduction. Il la trouva assise dans le lit sans voile, à peine sortie de l'étreinte des bras de Mars, lequel, renversé sur le dos, reposait sur son sein, se repaissant encore les yeux de son aspect. De rose au-dessus d'eux, il pleuvait une nuée pour les relancer sur les traces de l'amour. Mais Vénus lui donnait avec un vif désir 1000 baisers sur les yeux et le front. Et vous savez très bien que c'est très beaux vers. Alors bon, évidemment en italien ils sont encore plus beaux. Ils sont inspirés non seulement évidemment de l'évocation de Lucrèce, de l'évocation de Vénus chez Lucrèce, mais surtout que ces vers ont inspiré le fameux tableau de Botticelli qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Londres, Mars et Vénus. Tableau d'une sensualité torride. Donc voilà, on est là véritablement en plus avec l'entrelacement entre l'amour, la sensualité et la guerre, tout à fait, et la violence et la mort. Mais surtout, si je peux me permettre, que la biche ne se transforme pas en femme comme ça de nulle part. C'est la volonté de Vénus qui Voilà, est très fâchée parce que justement ce jeune homme ne s'intéresse pas à elle, à l'amour. Voilà, donc il y a vraiment une question de jalousie et c'est ce qui provoque en fait. Absolument. Donc il y a vraiment une action de la part de Vénus là-dessus. Voilà, donc il y a d'autres, il y aurait d'autres évidemment exemples à invoquer. Un des exemples les plus caractéristiques, d'ailleurs il est cité par un des contributeurs du volume, là, de la revue, c'est le rapport entre Lucrèce et Machiavel. Oui. Machiavel ne cite jamais Lucrèce, parce que peut-être que par prudence, il avait déjà été emprisonné, torturé à la chute de la République, quand les Médicis ont repris le pouvoir en 1512. Mais dans sa jeunesse, un érudit italien dans les années 60, certain Mario Bertelli, a découvert un manuscrit, encore une fois, en fouillant les manuscrits, on trouve vraiment des choses curieuses, a découvert un manuscrit qui est une transcription qu'avait fait le jeune Machiavel du De Rerum Natura de Lucrèce. Alors quel est le rapport? Le rapport, c'est évidemment, comme dit le romancier qui, je ne sais pas si vous avez lu ce roman je crois qu'il s'appelle Stephen Greenblatt, roman anglais qui s'appelle 1417, et dont le titre en anglais est The Swerve. The Swerve, ça veut dire la déviation, et c'est une allusion au clinomène. Ce roman décrit d'une façon, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, vraiment de le lire, décrit ce que je vous ai évoqué ici, c'est-à-dire la découverte du manuscrit de Lucrèce en 1417. Alors, l'auteur, Greenblatt, dit que c'est la fondation du monde moderne. Bon, c'est peut-être un petit peu poussé, mais c'est une des voies de la fondation du monde moderne. Et évidemment, si vous voulez, c'est ce que dit un des contributeurs, donc c'est pas moi, hein, je ne fais que reprendre cet article, et je trouve que c'est très juste. Vous savez que Althusser, le philosophe marxisant, selon les uns, pas vraiment marxiste, mais marxisant, a écrit un essai, je crois que c'était un cours qu'il avait donné à l'école normale supérieure, puisqu'il était répété, enfin il n'était pas titulaire d'ailleurs, il était professeur qui aidait les élèves de l'école normale. Comment on appelle ça? Caïman, voilà, c'est ça. Alors, il dit que Althusser a écrit un écrit qui a été imprimé récemment, c'était un cours, Machiavel et nous. Et Althusser dit le tort des interprètes de Machiavel, parce que les interprètes de Machiavel, là aussi, une pléthore d'écrivains. Les interprètes de Machiavel ont fait une erreur, c'est-à-dire ils pensent que Machiavel est un penseur de la conjoncture, pardon. En réalité, Machiavel est un penseur
qui pense dans la conjoncture. Pas de la conjoncture, mais dans la conjoncture. Et là, comment dirais-je, Althusser fait un rapport très important entre justement la pensée, si vous voulez, mobile de Machiavel et le clinamen. C'est-à-dire le clinamen, c'est en politique ce qui survient, qui n'est attendu par personne, qui n'est voulu par personne. L'invasion de l'Ukraine, par exemple, ça nous plonge, certains observateurs disent que ça nous fait entrer dans une autre période de l'histoire, parce que personne n'avait prévu. Tout le monde disait non, il ne va jamais envahir l'Ukraine, à part les services secrets américains, mais voilà, et ça nous plonge, voilà, ça c'est le swerve, la déviation, hein, la chose que personne n'a prévue, et la chose dans laquelle il faut penser, pas qu'il faut penser, mais dans laquelle il faut penser. Vabbè. Non, oui, merci. Non, moi j'ai été très frappé par cette, disons, la manière dont tu présentes la modernité comme, disons, une suite de découvertes même philologiques. Et je pensais en t'écoutant à Copernic. Pourquoi Copernic, je dis ça? 1543. Copernic, vous savez qu'il ne publie pas son ouvrage de son vivant, parce qu'il meurt quelques mois avant. L'ouvrage de Copernic, ici on est tous des intellectuels, donc changement de la vision du monde, affirmation de la théorie héliocentrique. Et donc, il écrit ce livre pour démontrer cette nouvelle théorie, mais donc il n'arrive pas à le publier de son vivant. Et on ajoute une préface à Copernic. Et dans cette préface, on dit ce n'est pas une théorie scientifique, c'est simplement une hypothèse mathématique. C'est la raison pour laquelle Copernic n'a jamais été mis à l'index jusqu'à Galilée, quand Galilée après découvrira, disons avec le télescope, la vérité de sa théorie. Entre Copernic et Galilée, il y a Giordano Bruno. Giordano Bruno qui dit, mais cette préface n'a rien à voir avec le livre. Et après, avec le langage de Giordano Bruno, il dit c'est Anan qui a écrit cette préface. Et je pensais ça parce que là aussi, c'est encore une fois, c'est sur un texte que Giordano Bruno dit voilà, ça c'est pas bon, Copernic a raison. Et après, lui, comme vous savez, lui, il postule lui aussi la vérité de la théorie copernicienne, donc de l'héliocentrisme. Et disons, la conséquence que Giordano Bruno tire de l'héliocentrisme, c'est l'infinité des mondes. Giordano Bruno dit, donc, si le Soleil est au centre de notre système, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel sont autant de systèmes solaires, et donc le monde est infini. Et quand il affirme cette théorie de l'infinité de l'univers, il se tourne vers Lucrèce. Parce que là on est en train de parler de l'importance, anche noi ci torniamo su Lucrèce, parce que la force de Lucrèce, c'est aussi l'affirmation de l'infini, de l'infini physique. Là aussi, parce qu'il y a cette image célèbre du javelot, hein? Il finit où ce javelot si on le lance? Mais l'autre chose aussi, c'est que, et là, c'est parce que c'est une, disons, des thèses fortes du livre, c'est donc les choses se rencontrent grâce à l'amour, mais les choses se dispersent aussi dans l'infini. Et donc, comme ce monde s'est construit grâce à des inclinaisons fortuites, hein, parce que là, on est dans un monde totalement régi par le hasard. Hein. Donc, c'est des rencontres aléatoires qui donnent naissance au monde. Ces rencontres aléatoires peuvent aussi ne plus se produire. Donc, il y a eu clinamen, mais le clinamen peut-être ne va plus se produire. Marx disait que le clinamen c'est une guerre. Donc la guerre peut faire réunir des peuples, mais elle fait aussi tout écrouler. Et donc là, c'est l'autre image de Lucrèce, l'image de la destitution de la nature, qu'on a aussi défendue dans le livre. Donc c'est un poète de l'amour, mais aussi un poète de la mort, et aussi un poète, et je pense qu'Ovide ne l'a pas dit par hasard, le poète aussi peut-être de la fin du monde. Poète de la fin du monde. On l'attendait pas là. Ouais. On va directement à la fin ou à la catastrophe des atomes? Qu'est-ce que tu en penses? En Vous fonction êtes de l'heure, parce qu'il est Ouais. tard quand même. Qu'est-ce que tu... Quello che preferisci, vai.
Tous les deux aussi, pourquoi il est Non, pour parce moi. que tu vois, si tu veux, la catastrophe des C'est- atomes. On retournera Thucydide peut-être un C'est- peu quand même, Ouais. pour finir. Au commencement, regarde la mer et les terres et le ciel. Nature triple, 3 corps Memnius, 3 apparences dissemblables, 3 textures. Un seul jour en viendra à bout, à travers les années. La masse suspendue s'écroulera, la machine du monde. Il ne m'échappe pas que viendra la mort future du ciel et de la terre. Mais il me sera difficile de convaincre avec des paroles, comme quand tu portes une chose insolite aux oreilles, et que tu ne peux la poser au regard des yeux, ni la poser dans la main, par où la voie pavée de la foi va droit au cœur humain, au temple de l'intelligence. Je parlerai quand même. La chose donnera foi en mes paroles, peut-être. Lourdement, sous les mouvements nés de la terre, tout sera bouleversé. En un temps bref, tu verras. Que la raison, plus que la chose, nous persuade que tout peut, vaincu, en un fracas affreusement sonore, s'effondrer. Avant de commencer à déployer à ce sujet les destins, je te dirai beaucoup de choses qui consolent en sages paroles. Dompté par la religion, tu crois peut-être que terre, soleil, ciel, mer, étoile, lune doivent demeurer éternels du corps divin? Pour cela, tu penses qu'il faut, selon le rite des géants, punir ceux qui, de leur raisonnement, démolissent les remparts du monde, veulent éteindre le brillant soleil du ciel, en dénonçant en discours mortels les choses immortelles. Mais ces choses se tiennent tellement loin de la force divine, indignes de compter au nombre des dieux, qu'on pense plutôt qu'elles nous indiquent ce qui est privé de mouvement vital et de sens. Que les pierres sont vaincues par le temps, tu ne le vois pas? Ni que les hautes tours s'écroulent, ni les rochers s'effritent, ni que les temples des dieux et leurs simulacres fatigués s'effondrent? Tu ne le vois pas? Et le divin sacré, il ne peut différer les frontières du destin, ni forcer les lois de la nature? Enfin, nous ne voyons pas ruiner les monuments des hommes, ni crouler les cailloux arrachés aux montagnes hautes, ni porter et supporter les forces vives d'un âge fini. Enfin, regarde ceci, autour, dessus, ce tout qui contient dans une étreinte la terre. Si de lui, tout naît, comme disent certains, s'il recueille ce qui est mort, il a un commencement, il est fait d'un corps mortel. Bon, là, donc c'est intéressant parce que l'autre texte auquel on a pensé, donc l'ouvrage s'ouvre avec l'hymne à Vénus, donc hymne à l'amour, donc production des choses, création continuelle des choses. Grand débat parmi, disons, les historiens, parce que le livre se termine avec une image, disons, opposée. La destruction des habitants d'Athènes par une maladie infectieuse, la peste on dit. Hein? Et donc cela résonne avec ce que Mélanie vient de lire, c'est-à-dire que Lucrèce dit voilà, les choses sont nées, les choses finissent. Parce que voilà, et comme je disais tout à l'heure, c'est le hasard qui les a fait naître, mais ce même hasard va les faire disparaître. Et donc le monde s'écroule. Il y a cette image très forte, tout s'écroule, non? Cette idée justement que tout finit. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier Althusser reprend Lucrèce dans un moment où il est en train de revisiter le marxisme pour sortir de
d'une vision dialectique, purement dialectique du marxisme. Et donc voilà. Après, c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on peut lire La peste d'Athènes. Après, je suis prête. Après, rassurez-vous, on a un petit remontant qui nous permettra de ressusciter. Donc, ça veut dire, oui, voilà, destruction des choses et aussi destruction de l'histoire. Ouais. Et donc, de la civilisation humaine. Livre 6, vers 1145-1286. D'abord, ils ont la tête enflammée de fièvre, 2 yeux rouges de lumière versée, les gorges noires sues au-dedans de sang. Le chemin de la voix, fermé de pustules, se fige. L'interprète de l'esprit, la langue, coule de sang, faible de mal, lourde à bouger, rude au toucher. Quand, par la gorge, la force de mort remplit la poitrine des malades et au cœur triste afflue, toutes les barrières de vie chancellent. Le souffle par la bouche roule dehors une odeur atroce, infecte, pue des cadavres abandonnés. D'abord, les forces de l'esprit, puis tout le corps s'alanguit, au seuil de la mort même. Avec les maux insupportables, il y a l'angoisse des angoisses, la compagne de toujours, et une plainte mêlée de pleurs, et un hoquet incessant, nuit et jour, et encore et toujours, un hoquet incessant force nerfs et membres, les détruit, les fatigue, les épuise. À personne, tu n'observes d'une ardeur excessive brûlée de fièvre en surface, la surface du corps. Au contraire, tiède, ce que des mains tu touches. En même temps de pustules embrasées, le corps entier rougit, comme quand un feu sacré se distribue à travers membres. La part intime des hommes brûle jusqu'aux os, la flamme brûle à l'estomac comme en une forge. Tu ne peux, sur les membres appliqués, légers, menus, rien d'utile, mais toujours le vent et le froid. Dans les fleuves glacés, ardents de mal, les malades donnent leurs membres, jetant dans les eaux leur corps nus. Beaucoup, tête la première, dans les puits tombent. Ils y vont la bouche déjà ouverte, la soif insatiable qui dessèche, submergeant les corps. Elle rend semblables petites eaux et grosses pluies. Pas de repos au mal. Épuisés, les corps gisent. Elle murmure, la médecine, d'une peur muette, car les patients, ardents de tant de maladies, tournent vers elle les lumières de leurs yeux sans sommeil. Et puis, tant de signes de mort sont donnés. L'intelligence perturbée, en chagrin et crainte, le sourcil triste, le visage furieux, violent, les oreilles soucieuses, pleines de sons, le souffle serré, immense qui vient rare, l'eau trempée de sueur, brillante sur le cou, les petits postillons de crachat, couleur safran, salé, émis d'une toux rauque de gorge. Dans les mains, les nerfs se contractent, tremblent les bras. Depuis les pieds, petit à petit, le froid monte. À la fin, au dernier moment, narines pressées, pointe du nez en avant, œil creux, peau froide et dure du visage, mâchoire béante, front plissé, gonflé. Peu après, les jambes y gisent raides dans la mort. À la 8e lumière étincelante du soleil, ou au 9e jour, ils rendent la vie. Si l'un d'eux parfois évite la ruine de la mort, c'est avec pustules atroces, noirs débordements de ventre, et après ça pourtant, putréfaction et mort, ou même souvent avec douleur de tête, le sang gâté s'en va par les narines bouchées. Là, toutes les forces de l'homme et le corps fluent. Celui qui,
à ce flot violent de sang atroce échappe. La maladie pourtant lui va dans les nerfs et les bras et dans les parties engendreuses du corps. Certains, gravement effrayés au seuil de la mort, vivent privés de leur partie virile. D'autres, sans mains, sans pieds, restent en vie. D'autres perdent les yeux. Tant la peur violente de la mort les a envahis. Certains, l'oubli les prend de toutes choses, au point qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Nombreux, par terre, alors que sans tombeau gisent corps sur corps, le peuple ailé et les bêtes sauvages se sauvent. Elles fuient l'odeur violente ou, après y avoir goûté, tout de suite s'alanguissent dans la mort. Mais absolument aucun oiseau en ces jours à la légère ne se montre, et les races tristes de bêtes sauvages ne sortent pas des forêts. Nombreux, ils se languissent de maladie et meurent. Première, la force fidèle des chiens renversés sur les routes rend l'âme péniblement. La force de mort extorque la vie à leurs membres. On lutte, on pille pour de vastes funérailles sans cortège, on ne propose aucun remède sûr et commun. Ce qui donne à l'un des brises d'air de vie à rouler dans la bouche ce qui donne à voir les temples du ciel, pour l'autre est une horreur et prépare la mort. Ce qui est ici le plus triste, de loin la chose la plus pénible, c'est quand quelqu'un se voit enlacé du mal. Il se défait de son esprit, son cœur triste gît, il regarde sa mort, et ici même laisse l'âme. Jamais ne cesse de saisir les uns les autres par contamination la maladie avide. Ceux qui fuient la visite à leurs malades le paient après de morts mauvaises, honteuses, seuls, sans aide. Leur indifférence les tue. Les présents, au contraire, vont à la contamination, à la souffrance que la pudeur les force à affronter. Et la voix douce des fatigués, la voix de leurs sanglots. Les meilleurs, c'est ce genre de mort qui les surprend. Les uns contre les autres, pour ensevelir le peuple de leur mort, luttent. Fatigués de larmes, du deuil, ils rentrent, puis s'adonnent dans leur lit au chagrin.